Meeting du 31 mai prochain, Maurice Kamto donne rendez-vous à la diaspora à la place de fête parisienne. Qui est Maurice Kamto? Chaque jour, des milliers de Camerounais d'ici et d'ailleurs cherchent à comprendre l'homme et ses décisions controversées. Dans l'extrait qui va suivre, Maurice Kamto vous donne une peinture de comment le comprendre. Écoutez. Maurice Kamto est un Camerounais né le 15 février 1954 à Bafoussam. J'ai fait mes études primaires à l'école Saint-Joseph, l'école catholique Saint-Joseph de Balin-Bafoussam. Puis 2 années relativement brèves à Baham, auprès de ma grand-mère. Je suis revenu à Bafoussam pour suivre mes études primaires. Après quoi, je suis entré au collège Saint-Thomas d'Aquin pour 1 an, avant de passer le concours d'entrée au lycée classique de Bafoussam. Ensuite, où j'ai poursuivi mes études jusqu'en classe de seconde. Puis je suis allé au lycée Josse de Douala, où j'ai passé le probatoire et le baccalauréat. J'ai d'ailleurs entendu que certains prétendent que je n'ai pas le baccalauréat. si je voulais dire quelque chose à ce sujet, il y a au moins un fait qui montre que non seulement j'ai le baccalauréat, mais je l'ai eu dans d'excellentes conditions, puisque j'étais l'un des 2 ou 3 de mon centre, le centre du littoral, à obtenir la mention assez bien au baccalauréat A. Ne vous inquiétez pas, professeur. Si sans baccalauréat, on peut être professeur, je signe tout de suite. Voilà. Bon, sur l'affaire Bakassi, donc, Maurice Kamto, quel était votre rôle? Oui, il y a eu 2 phases dans l'affaire Bakassi. La première phase, c'est celle qui a eu lieu devant la Cour internationale de justice. Et la deuxième phase, c'est celle qui a eu lieu sur le terrain, c'est-à-dire la phase de mise en application de l'arrêt de la Cour internationale de justice. Et j'ai participé aux 2 phases. La phase devant la Cour internationale de justice a commencé en 1994 et s'est achevée en 2002, le 10 octobre 2002, avec l'arrêt de la Cour sur le fond, parce qu'il y a eu de nombreux autres arrêts avant. Je crois avoir déjà dit sur un autre plateau de télévision les conditions dans lesquelles je suis entré dans... Absolument, on peut passer là-dessus. Voilà. Donc, j'ai été dans la phase devant la Cour co-agent, avocat et conseil. Parce qu'on peut être agent ou co-agent sans intervenir dans la préparation technique du dossier. Parce qu'un agent, c'est celui qui représente l'État. Donc, on peut être aussi conseil sans être avocat. Dans la terminologie devant la Cour, vous êtes conseil et avocat lorsque vous participez à la fois à la rédaction des écritures et aux plaidoiries orales. Donc, c'est pour cela que, dans mon cas, j'étais co-agent, conseil et avocat, ou avocat et conseil, parce que je faisais les 3. Donc, le rôle que vous avez joué dans l'affaire Niger-Bénin? Oui, dans l'affaire Niger-Bénin, donc j'étais conseil du Niger, et c'était à propos de l'île de l'été. C'est une affaire vraiment qui était un point de crispation entre les 2 pays depuis le lendemain de l'indépendance. Il y avait eu d'ailleurs à une certaine époque, je crois, quelques accrochages sur cette île-là. Donc c'était un enjeu politique très sensible. Et nous avons fait un remarquable travail. J'étais pas seul, j'étais partie d'une équipe donc avec 2 collègues belges et un autre collègue qui est d'ailleurs du Burundi. On a fait un travail remarquable puisque le Niger a gagné l'affaire. Et vous direz comme un de vos proches que vous êtes pacificateur, réconciliateur? C'était Niger-Bénin, mais il y a eu aussi Niger-Burkina Faso ou encore Guinée contre République démocratique du Congo. Des informations sur une contribution que vous aurez faite pour la campagne du président Paul Biya en 2011. Vous confirmez cette information-là? Ce qui s'est passé, merci aussi. Ce qui s'est passé en 2011, je n'ai pas battu campagne, je suis resté... Avez-vous contribué? Non, pourquoi les journalistes... Nous sommes à 3 minutes de la fin de l'émission. Oh, d'accord. J'ai contribué. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a donné de l'argent. On m'a donné de l'argent. Et pas sur là où on dit je suis allé dans les hauts plateaux. Non. On m'a donné de l'argent pour aller faire la campagne. Et j'ai dit, moi, je ne vais pas faire la campagne. J'ai demandé à mon particulier d'aller reverser au comité central du RDPC. Voilà. Donc voilà, c'est clair, net et limpide. Aussi simple? Oui. Aussi simple. J'ai des désaccords avec la manière dont les affaires du pays sont conduites sous son autorité. Est-ce pour autant que si
pour être très concret, l'ambassade du Cameroun à Paris est menacée de saisie et qu'on me constitue avocat, je ne devrais pas le défendre. L'État de Guinée équatoriale a acquis l'immeuble. Il a acheté cet immeuble. C'est sa propriété. Donc moi, je suis là pour défendre les intérêts d'un État qui, effectivement, autrement pourrait voir le siège de sa mission diplomatique saisi par un autre État. C'est tout. C'est pas plus que cela. Mais maintenant, ceux qui ne veulent pas comprendre de cette oreille, je peux rien contre cela. Je crois qu'ils continueront à vouloir faire l'amalgame pour dire que voilà, c'est un dictateur, pourquoi est-ce que vous le défendez? Dans un premier temps, on disait que je défendais son fils, jusqu'à ce que certains comprennent que c'était gros parce que son fils a ses avocats, a toujours eu ses avocats, qui sont du reste français, européens, et personne, ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit. Jusqu'à ce qu'on a supposé même que je défende son fils, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'un Africain peut faire quelque chose, et ça devient un problème. Ce genre de 2 poids 2 mesures est quand même extraordinaire. Mais je termine juste en disant, donc, une fois de plus pour les téléspectateurs, que non, je défends l'État de Guinée équatoriale qui est menacé dans son patrimoine, c'est-à-dire parce que les locaux de sa mission diplomatique à Paris sont menacés de saisie, de confiscation et de vente. Dans vos propositions, vous faites de la diaspora un levier essentiel de développement. Oui. Comment vous implémentez cela? C'est un levier essentiel qu'il faut mobiliser, premièrement en lui facilitant la mobilité et lié à cela, son intégration dans la vie nationale. Et on le fait en faisant passer très rapidement, ou en tout cas en soumettant au Parlement, un projet de loi sur la double ou la plurinationalité. C'est extrêmement important. Je l'ai toujours dit, sur la base d'expériences que j'ai vues ailleurs. Il y a des pays africains aujourd'hui qui ont fait des sauts qualitatifs dans leur développement parce que par le biais de la loi sur la double nationalité ou la plurinationalité, ils permettent à leurs compatriotes de la diaspora de bouger, d'aller et venir facilement. Déjà psychologiquement, en se sentant intégrés justement dans leur pays. Parce que quand vous avez un Camerounais qui, pour des raisons souvent pratiques, prend une nationalité étrangère et qui doit demander le visa pour venir dans son propre pays, quelque part psychologiquement, il n'est pas à l'aise. Donc ça, c'est le premier point. Deux, parce que si on écoutait que ceux qui parlaient des primaires, il y a quelque temps, on les aurait organisés peut-être il y a 1 an même déjà. Et je note que beaucoup de gens qui... un certain nombre de personnes ou de dirigeants politiques qui demandaient les primaires sont aujourd'hui dans un certain G20. Donc je me demande si vraiment ils voulaient être le candidat de l'opposition pour l'opposition ou le candidat de l'opposition pour rejoindre le candidat sortant. La presse de dernier temps a surabondamment présenté le professeur Maurice Kamto comme étant le responsable de cette entreprise. Je voulais savoir, à l'époque des faits en 2008, il me semble bien, sauf erreur de ma part, que le ministère des Marchés Publics n'existait pas encore. Je voulais avoir votre commentaire sur la position du professeur Maurice Kamto, qui était par ailleurs ministre délégué auprès du ministre de la Justice, et dont l'entreprise a gagné le marché. Ça, c'est d'un. Il y a également autour de cette question une sorte de guerre des chiffres. Certains parlent des milliards. Dans un post publié sur Facebook, le cabinet Brown Trust parle plutôt de 89 millions. À combien s'élevait le marché? Et enfin, y a-t-il d'autres marchés que Brown Trust aurait gagné au ministère de la Justice? Merci. Merci, Monsieur Obama, de me poser la question. Je voudrais dire que quand la question m'a été posée à l'Assemblée, je l'ai répondu et j'étais sincère que j'ai découvert ce problème dans la presse. Donc, ce sont les journalistes qui ont révélé ce problème. Je pensais qu'en prenant la parole, vous m'apportiez un complément d'information, puisque cette information, moi, je ne l'avais pas. Mais ce que je peux dire ici, c'est que, à la demande du député qui m'a posé la question, je lui ai dit, bon, moi, je découvre le problème, maintenant que vous le posez, je vais consulter mes services.
Parce que vous imaginez bien que si en 2008, le professeur Kamto était en service au ministère de la Justice, moi je n'y étais pas encore. Mais comme il y a continuité de service public, nous allons vérifier ce qu'il en est exactement. Ce que je voulais également ajouter, c'est que peut-être que vous avez l'habitude de gros montants, 14 milliards. C'est beaucoup. Le budget du ministère de la Justice en 2008 était de l'ordre de 28 à 29 milliards. C'est-à-dire 50% du budget du ministère de la Justice est allé pour financer ce marché-là. Bon, c'est possible, je n'en sais rien, nous allons vérifier. Mais je crains qu'il y ait une certaine exagération quelque part. Je dis je crains, je n'affirme rien. Et nous allons vérifier. Les uns ont dit 14 milliards, d'autres ont dit 89 millions. J'ai rappelé tout à l'heure qu'on peut toujours dénoncer, mais attention à la dénonciation calomnieuse. Nous devons être prudents quand nous avançons certains chiffres, parce que, comme on dit, n'est-ce pas, plus on monte en hauteur, plus la chute est. Et donc j'ai eu comme l'impression que quand on est ministre et qu'on est à la branche supérieure, tout le monde tire, n'est-ce pas, de manière à faciliter la chute. Soyons objectifs, restons prudents, agissons responsables. Nous connaîtrons la vérité le moment venu. Moi, je ne peux pas vous le dire, parce que si les investigations sont en cours, j'attends à voir les résultats. Et s'il y a eu d'autres marchés, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres marchés. Nous avons eu entre-temps un nouveau directeur de l'administration générale et d'autres collaborateurs sont venus. Nous sommes en train de regarder les documents. J'espère que nos archives sont bien tenues. Et le moment venu, nous en parlerons, mais étant entendu que nous n'entrerons pas dans la surenchère, nous allons rester aussi objectifs que possible. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur Obama, sur cette question. D'abord, à l'entame de cette émission, je voudrais faire une mise au point. Il y a environ 2 ans, votre chaîne de télévision LTM a servi de base de lancement d'une attaque massive, agressive, mensongère et ignominieuse à mon endroit. Prétendant que, alors que j'étais ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, j'ai élaboré un code pénal pour lequel je me suis octroyé 14 milliards. J'aurais donc détourné 14 milliards en ayant au demeurant fait une prestation alors même que j'étais ministre. Par la suite, d'ailleurs, on a dit que c'est un cabinet dont je suis le créateur, ce qui est exact. Je remarque simplement que, en dépit des clarifications apportées par moi-même, des clarifications et des mises au point faites par le ministre actuel de la Justice sur ce dossier, en dépit des précisions et des informations mises à disposition du public par le cabinet Brain Trust, votre chaîne n'a jamais jugé utile de porter à l'attention de son nombreux public qu'elle avait pu commettre une erreur, ou en tout cas qu'on avait pu l'induire en erreur sur l'information diffusée sur son antenne. Effectivement, vous serez relancé sur cette question qui est un sujet épineux. Si vous permettez, je vais aller jusqu'au bout puisque vous ne l'avez pas fait avant aujourd'hui. Et donc, j'irai jusqu'au bout de mon propos en disant que ce n'est pas
une honte pour une chaîne de télévision ou un média. Au contraire, ça le crédibilise davantage lorsqu'il a pu donner une information ou qu'on a pu l'induire en erreur pour l'amener à donner une information erronée à ses auditeurs ou à ses téléspectateurs. Je rappelle pour la bonne gouverne de vos auditeurs et des téléspectateurs de cette chaîne de télévision importante de notre paysage audiovisuel qu'il s'agissait d'un marché de 74 millions hors taxes et de 89 millions environ, toutes taxes comprises, portant sur l'élaboration de 3 codes. Le code civil, le code de procédure civile et le code pénal en français et en anglais. Premièrement. Deuxièmement, que c'est un marché qui a été attribué sur appel d'offres et non pas de gré à gré. Qu'il y avait donc plusieurs cabinets qui avaient soumissionné et que le dépouillement s'est fait régulièrement au ministère de la Justice en présence des 10 cabinets qui n'ont jamais contesté, comme la législation le leur permet ou la réglementation le leur permet, contester l'issue du marché. Troisièmement, et cela est extrêmement important, que je n'étais pas membre de la commission de passation de marché du ministère de la Justice. Troisièmement, que j'étais hors du Cameroun en 2008. Lorsque le marché a été attribué, j'étais d'abord à Québec, représentant du Cameroun au sommet de la francophonie pour la révision du traité de Ouada. Ensuite, je suis allé à New York puisque j'étais le candidat du Cameroun à l'élection à la Cour internationale de justice et que je devais battre campagne. Ce qui explique effectivement ma relative longue absence du Cameroun, autorisée évidemment par le gouvernement de notre pays. Qu'à mon retour en décembre, lorsque je suis rentré et que l'on m'a dit que Brain Trust Cabinet, dont je suis un fondateur, était attributaire de ce marché, j'étais gêné aux entournures et je suis allé voir le garde des Sceaux, vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui dire, vous savez, j'ai appris que Brain Trust a gagné un marché, le marché de l'élaboration des codes. Il m'a dit oui. Il m'a dit, je lui ai fait remarquer que j'étais effectivement un des fondateurs de ce cabinet. Il a dit, on le sait. Et il m'a posé 3 questions, cher monsieur. La première, est-ce que le marché a été attribué sur appel d'offres de gré à gré? Et je lui ai dit, je crois que c'était sur appel d'offres. Il dit, c'est exact. Nous avons donc sélectionné le meilleur. Deuxièmement, est-ce que vous êtes membre de la commission de passation des marchés? J'ai dit non, parce qu'effectivement, je n'en étais pas membre. Le président était le secrétaire général du ministère de la Justice. Les membres sont encore vivants, certains sont à la Cour suprême et d'autres occupent d'autres types de responsabilités. Et troisième question, il m'a dit, est-ce que c'est vous qui signez les marchés au ministère de la Justice? J'ai dit non, évidemment, monsieur le Premier ministre, c'est vous. Et il m'a posé la question, quel est votre problème? Je n'avais pas de problème. Je n'ai jamais milité dans un parti politique avant la création du MRC. Jamais. Ni au RDPC, ni au SDF, dont j'ai soutenu le candidat en 1992, mais en tant que jeune universitaire, je venais de passer avec succès le concours d'agrégation du droit public en France. J'avais donc tout à perdre. J'aurais pu me dire, voilà, je ne vais pas prendre ce risque-là, mais j'ai pensé qu'à ce moment-là, on était déjà en fait sur une trajectoire problématique pour que je puisse également m'exprimer sur le débat d'alors. Je n'ai donc jamais milité ni dans le SDF, ni dans le RDPC. Et je pense que les membres éminents du RDPC l'ont dit eux-mêmes. La question du franc CFA, je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que c'est une monnaie obsolète, qui ne répond plus aux attentes des pays utilisateurs du franc CFA aujourd'hui, qui ne répond plus à leurs besoins économiques et surtout à leurs besoins de développement. Et par conséquent, tout le monde, je crois, en tout cas, une très grande majorité de ressortissants des pays africains, dont moi-même, sommes d'accord qu'il faut aller vers autre chose. Nous avons vu et écouté des annonces à Abidjan à propos du franc CFA. On parle désormais de l'éco, qui, il faut le dire d'ailleurs, est une appellation qui a été choisie et arrêtée par la CEDEAO et non par l'UEMOA. Mais à Abidjan, on a semblé parler uniquement pour l'UEMOA. Mais cette dynamique vous intéresse? Éminemment.
éminemment, l'Afrique centrale n'est pas encore pour l'instant embarquée là-dedans. Mais nous observons très attentivement ce qui se passe en Afrique centrale. C'est déjà une indication de dire qu'on change d'appellation. C'est déjà une indication, une bonne indication de dire que les avoirs des pays africains, leurs réserves ne seront plus déposées au Trésor français. Il faut nous indiquer où ce sera déposé. Est-ce que c'est à la Banque de France ou à la Banque centrale européenne? Et si c'est la Banque centrale européenne, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ce ne serait pas la Banque centrale européenne qui serait garante de la parité du franc CFA plutôt qu'un pays membre de la Banque centrale de l'Union européenne? C'est pour cela que j'insiste toujours pour dire le diable est dans les détails. Et comme on nous a annoncé qu'il y aura un accord entre l'État français ou le ministère des Finances, si j'ai bien compris, ou la Banque centrale de France, mais je crois qu'il s'agit du ministère des Finances et les pays africains utilisateurs de l'éco, il faut voir le contenu de cet accord. Parce que s'il s'agit simplement de remplacer un mécanisme par un autre, c'est sans intérêt. Mais si on veut vraiment que les pays africains retrouvent de la marge pour gérer leur économie et pouvoir faire jouer la flexibilité quand c'est nécessaire, procéder aux dévaluations sans attendre que ce soit le garant qui ordonne la dévaluation, il va falloir aller un peu plus loin. Et le fait que cette dynamique soit impulsée par la France ne vous semble pas suspect? Peu m'importe qui impulse, c'est le résultat qui compte. C'est le contenu des accords qui compte. Vous croyez que si vous êtes en situation de dépendance ou que si vous êtes prisonnier ou esclave et quelqu'un vous libère, vous allez chercher à savoir quelle est la couleur de ses yeux, peu m'importe. Ce dont nous avons besoin en Afrique, c'est d'avoir notre propre souveraineté monétaire, de pouvoir avoir une monnaie sur laquelle nous avons le contrôle, pouvoir mener nos politiques monétaires et nos politiques de développement économique et surtout d'exportation qui nécessitent la flexibilité, les ajustements monétaires nécessaires lorsque cela s'impose. Nous voulons avoir cela, peu m'importe celui qui nous permet d'avoir cela. Je dis toujours aux Camerounais, voici ce pourquoi je suis entré au gouvernement, d'après mes analyses. Et voici ce que j'ai fait pendant que j'étais au gouvernement. Et cessez de me faire porter un chapeau qui n'était pas le mien. J'aurais bien voulu être Premier ministre et qu'on m'impute tout. J'aurais bien voulu être ministre de l'administration territoriale ou même ministre titulaire de la justice. Et qu'on me reproche tel ou tel procès. J'étais au ministère de la Justice. L'opération Épervier se déroulait. Moi, je l'apprenais par la presse comme tout le monde. Et pourtant, on va venir me l'imputer. Les gens m'ont dit, c'est toi qui es à l'origine, c'est toi qui as été à l'origine de la révision constitutionnelle de 2008. Soit c'est de l'ignorance, c'est excusable. C'est parce que nous pouvons être ignorants sur des choses. Mais soit c'est de la mauvaise foi, c'est extrêmement grave. Parce que, personne, alors même que j'étais et je suis constitutionnaliste, personne ne m'a jamais consulté là-dessus. Personne n'a jamais demandé mon avis pour la révision de 2008. La révision, le texte de la révision n'était même pas préparé au ministère de la Justice. Vous pouvez vérifier. C'était préparé où? En tout cas, de façon certaine, je peux vous dire que ce n'était pas au ministère de la Justice. Peut-être dans d'autres administrations, il y en a plusieurs. Ça pouvait être préparé à l'administration territoriale, ça pouvait être préparé dans les services du Premier ministre ou à la présidence. Mais ça n'était certainement pas au ministère de la Justice. Et je vais vous dire, moi j'ai refusé en 2008 de participer à tout débat sur la révision constitutionnelle. Parce que je ne voyais pas comment moi, membre du gouvernement, spécialiste des questions juridiques, de droit public, de droit constitutionnel, ma thèse est une thèse de droit constitutionnel, on pouvait faire la révision sans me consulter et me demander ensuite d'aller sur les plateaux de télévision pour en parler. Or, aujourd'hui, ceux qui croient pouvoir tromper le peuple camerounais savent pertinemment que tous ceux qui comptent et qui ont la moindre compétence en droit constitutionnel à cette époque-là se sont exprimés là-dessus, d'une manière ou d'une autre, soit sur les plateaux de télévision, soit dans les journaux. Sauf moi. Mais on oublie de le dire. Au contraire, on veut faire croire que c'est moi qui ai conduit la réforme de 2008. Donc je crois qu'il faut à un moment donné, ce n'est pas en trompant et en mentant au peuple camerounais qu'on peut avoir sa confiance pour conduire les affaires du pays. Je crois qu'on doit respecter ce peuple parce que moi, chaque fois ce que je vous dis, Monsieur Boujiko, vous pouvez vérifier à travers les archives de la République. Vous pouvez vérifier aujourd'hui ou demain. Mais je ne voudrais pas que les Camerounais se trompent sur des personnalités et se mordent les doigts plus tard, parce que les archives leur ont dit la vérité. Ils ont la possibilité, dès à présent, même à travers des journalistes aguerris comme vous ou d'autres, de faire des enquêtes nécessaires pour éclairer l'opinion. Ce que je dis dans le respect de la parole et dans le respect de l'opinion camerounaise. Mais... En 2008, j'ai été mis en prison également, parce que nous et mon parti étions contre la révision de la Constitution qui consacrait, qui permettait justement de briser les limitations de mandat.
Je l'ai dit dans les médias, on m'a accusé, d'ailleurs le procureur m'a fait, avant de signer le mandat de dépôt, me l'a reproché, que vous étiez dans les médias en train d'appeler le peuple à se soulever, et il s'est soulevé. Et signé ici, et j'ai signé, on m'a déposé, on m'a emmené à Kondingi. Donc c'est pour dire quoi? Et il me souvient que cette révision de la Constitution de 2008, qui a permis à M. Paul Biya de se représenter en 2011, en 2018, et probablement en 2025, peut-être même en 2032, en 2100. Évidemment, c'est M. Marafa Hamidou Yahya qui l'a défendu à l'Assemblée nationale. C'est lui qui défendait ce projet de révision constitutionnelle, qui consacrait la présidence à vie pour M. Biya. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, vous savez, rien n'est au hasard. Comme on dit, nous sommes tous des humains, nous sommes les créatures de Dieu. Parfois, il y a le karma. Il faut toujours rappeler que j'étais ministre délégué au ministère de la Justice. Cela veut dire qu'il y avait un ministre de la Justice. Je n'ai jamais géré la justice camerounaise, c'est-à-dire les tribunaux. Non, j'étais donc ministre délégué et d'ailleurs mes attributions étaient connues. J'étais en charge de l'élaboration des textes, c'est-à-dire de la législation. J'étais en charge de suivre les professions judiciaires et j'étais en charge des questions de droits de l'homme. Et sur ces trois fronts, nous avons fait des progrès énormes pendant ma durée, mon passage au gouvernement. Le code de procédure pénale aujourd'hui, qui est l'un des plus protecteurs des libertés, mais n'est pas appliqué par les magistrats, c'est nous qui l'avons adopté. Enfin, en tout cas soutenu et défendu. S'il existe un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui, et l'ensemble de la législation en matière de droits de l'homme, c'est pendant que nous y étions. C'est lorsque nous sommes partis qu'en 2014, on a adopté cette loi liberticide sur le terrorisme. Nous n'aurions jamais fait passer une loi pareille. C'est lorsque nous sommes partis que l'on a adopté le code électoral qui existe aujourd'hui, que l'on a tripatouillé le texte sur le code pénal. J'avais ensuite, sur le plan technique, la conduite du dossier dit Bakassi, c'est-à-dire de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et j'ai toujours dit aux Camerounais que mon sentiment profond est qu'on m'a nommé ministre pour conduire ce dossier-là. Et je l'ai fait avec, j'allais dire, tout mon patriotisme, avec tout ce que je peux avoir comme connaissance et compétence. Et si vous étiez très attentif à ce qui s'est passé, j'ai tenu ma dernière réunion, puisque vous revenez sur cette question à laquelle je réponds depuis 7 ans, j'ai tenu ma dernière réunion avec le secrétaire général des Nations Unies à New York sur le dossier Bakassi en novembre. Je suis rentré en novembre et j'ai démissionné du gouvernement camerounais. Parce que nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Parce que vous semblez perdre de vue le fait que j'ai démissionné et qu'on ne m'a pas renvoyé du gouvernement. Donc j'ai démissionné à partir du moment où j'ai estimé que j'avais accompli l'essentiel de ma tâche qui était de conduire à bon port le dossier Bakassi. Et j'aurais fait autrement, ce serait apparu comme une trahison pour mon pays de laisser un dossier aussi important juste parce que j'ai un désaccord politique fondamental sur la conduite des affaires du pays, laisser qu'une partie du territoire camerounais risque d'être arrachée par un pays voisin. Donc vous démissionnez en 2011, en 2012 vous créez le MRC. Oui, on crée ensemble avec d'autres personnes le MRC. Et déjà dès le lancement vous avez des problèmes, on vous empêche de lancer le parti. Est-ce que vous avez parlé de trahison, est-ce que c'est pas légitime quelque part aussi que le gouvernement ait perçu votre démission suivie de la création d'un nouveau parti comme une forme de trahison aussi? De qui? Trahison de qui? Envers qui? Envers le gouvernement. Donc quand on est nommé dans un gouvernement, c'est un pacte de sang. On ne peut plus exprimer le désaccord. Pourquoi est-ce que cette question est abordée comme si c'était une spécificité camerounaise qu'un membre du gouvernement démissionne? Pourquoi c'est abordé de cette façon-là? On est presque choqué, excusez-moi de dire cela comme ça, que l'on présente quelqu'un qui exprime un désaccord politique et qui a le courage de dire « je suis en désaccord, je parle » comme une trahison. Mais si on veut parler de trahison, est-ce qu'on a pu penser un seul instant que je considère comme une trahison la façon dont on a conduit les affaires du pays, alors qu'on m'avait fait croire que, effectivement, dans ce septennat, c'était le septennat de grandes ambitions où l'on voulait réaliser de grandes choses pour les Camerounais et qu'on n'a pas pu faire? Il faut arrêter de perdre les Camerounais avec ce genre de questions, parce que même le seul fait de poser une telle question sous cet angle, je vous signale qu'à l'heure actuelle, le président du Sénégal, l'actuel président du Sénégal,
avait été sous le président Wade, son ministre, son premier ministre, son président de l'Assemblée nationale, il était membre de son parti, PDS. Moi, je n'ai jamais été membre du RDPC. Jamais. Ni d'aucun autre parti avant la création du MRC. Et vous me parlez de trahison, et lui, il est parti du gouvernement. Il est parti de l'Assemblée nationale. Il a créé un parti contre M. Wade, qu'il a battu aux élections. Il est devenu président. Jamais les Sénégalais n'ont vu cela comme une trahison. Et on peut citer de nombreux exemples dans les pays développés où vous vivez. Je crois qu'ici même en Belgique, où vous vivez, il y a des émissions tous les jours. Y a-t-il une spécificité camerounaise? Y a-t-il une sorte d'enchaînement? Ce sont des chaînes que l'on vous pose lorsqu'on vous nomme au gouvernement, en sorte que lorsque vous exprimez votre désaccord et vous partez, que l'on vous parle de trahison. S'il y a trahison, moi j'estime que c'est le gouvernement qui m'a trahi ou que c'est M. Biya qui m'a trahi. Parce que Je vous dis non. Je suis contre le gouvernement. Et je vais vous dire pourquoi. La première raison, c'est interdit par la loi. La deuxième raison, c'est qu'au Cameroun, l'homosexualité est devenue un système d'esclavagisation des enfants. Ça ne va pas parce que vous n'avez pas de bonne bibliothèque. Ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de l'eau potable partout. Ça ne va pas parce qu'il n'y a pas d'électricité partout. Ça ne va pas parce que les enfants s'assoient encore par terre pour aller suivre les cours. Ça ne va pas parce que quand on va à l'hôpital, on est plus sûr de mourir que de rester chez soi. Non, ça ne va pas et je sais que ça ne va pas. C'est pourquoi je suis venu pour que, ensemble, nous décidions de tourner la page. Depuis 7 ans, ils m'ont insulté, ils ont pissé sur moi, ils ont tout dit sur moi. Mais moi, je ne réponds pas. Je ne réponds pas aux mensonges. Je ne réponds pas à la calomnie. Je ne réponds pas parce que c'est vous qui êtes important à mes yeux. Ils ont détruit le Cameroun avec des pratiques inacceptables. Aujourd'hui, ils continuent de vous mentir. Ils vous disent que je suis homosexuel. Qu'ils viennent, je leur montre mes enfants. Je suis là. Je suis là avec ma femme. Je suis là avec ma femme. Je suis là avec ma femme. Ils vous disent, parce qu'ils ont détruit le Cameroun avec des affiliations à toutes sortes d'organisations étrangères. Ils vous disent que je suis franc-maçon. Ils vont me chercher pendant longtemps. Je suis africain et camerounais. Qu'ils aillent faire ça là-bas. 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 Je suis là avec vous. Et que ça leur plaise ou pas, je me battrai à vos côtés jusqu'à la victoire.